J'étais là sur ma grosse vague en train d'essayer de descendre. J'avais jamais été aussi vite de ma vie, je pense. Ça a été ma première grosse sensation. Ça a été un gros rush d'adrénaline. Je suis sortie de l'eau. J'ai hurlé, j'étais trop contente. Là, vraiment, ça faisait 2-3 jours, j'étais un peu sur ma faim, à me dire je suis à Nazaré pour être hyper loin devant, pour pas être au pic, pour faire ci, ça. Et c'est vrai que là, du coup, je me suis dit, ah ouais, ok, non, mais là, c'était bien. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Mon invitée de la semaine s'appelle Hermine Bonvalet et elle est surfeuse de grosses vagues. Depuis décembre 2023, elle a décidé de donner plus de place dans sa vie à cette passion dévorante, comme elle dit. Installée à Nazaré au Portugal, elle est aujourd'hui dans l'un des spots les plus réputés au monde pour surfer ce type de vagues, des murs d'eau qui font régulièrement plus de 20 mètres de haut. Dans cet épisode, on parle de l'appel des vagues, d'une chute sur un récif à l'autre bout du monde, de l'aspect financier dans le sport et d'une blessure providentielle. Excellente écoute à vous. Juste avant ça, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui soutiennent financièrement le podcast via Tipeee. Merci énormément, chaque contribution compte et permet au podcast de maintenir son indépendance. Si vous aussi vous souhaitez les rejoindre, rendez-vous sur Tipeee, TIPEEE/les-frappés, autrement le lien est en description. Merci à vous. Très bien, alors tu sais, j'ai un peu fait des révisions, je suis allé regarder Big Waves, l'histoire des Big Waves, etc. Je suis tombé sur l'histoire de Sébastien Steudtner, alors je sais pas comment ça se prononce, mais qui apparemment a un record à une vague de 26 mètres chez toi à Nazaré. Et je suis tombé sur un article, alors un truc complètement hallucinant, c'est sur un site plutôt de science. Apparemment, là je te fais un petit quiz direct d'entrée au début de l'enregistrement. Est-ce que tu connais la hauteur de la plus haute vague, en tout cas de l'histoire récente, puisqu'on ne pouvait pas les mesurer avant, mais la plus haute vague jamais mesurée Je pense qu'on est sur... Je crois il y en a une qui a été 32 mètres. Mais en fait, on parle de... Donc, je sais pas trop si c'est la question ou pas, mais on a une grosse émission qui est enregistrée, qui est donc le but ultime de toute cette espèce de recherche dans le milieu du surf. Il parle de la 100-foot wave. Donc, c'est ce qui équivaut en mètres, probablement quelque chose comme 32-35. Mais je n'ai pas la moindre idée de la plus haute vague jamais enregistrée vierge. Alors écoute, il faudra fact-checker tout ça, parce que ça me semble complètement hallucinant, mais en fait, c'est pas vraiment une vague, enfin c'est une vague naturelle, mais en fait c'est une vague qui apparemment a été provoquée par un glissement de terrain dans une baie en Alaska. Ouf. Donc 90 millions de tonnes de roches qui sont tombées dans l'eau, et en fait ça a généré une vague qui s'est écrasée de l'autre côté, enfin qui est venue s'éclater sur le relief de l'autre côté de la baie, et apparemment le haut de la vague a atteint 524 mètres. Voilà. Donc voilà, je me suis dit que c'était assez rigolo. Un véritable tsunami. Ouais, exactement, c'est ça, un tsunami. Donc, quand tu vois j'ai vu la Plus haut vidéo. que la Tour Eiffel, c'est dingue. Ouais, c'est ouf. Plus haut même que l'Empire State Building qui est à 380 mètres. Ouais, voilà, donc quand tu vois la vidéo de Sébastien sur sa vague de 26 mètres, il est minuscule, mais 520, enfin laisse tomber quoi. Je sais même pas si c'est surfable, j'imagine que c'est genre du béton liquide en fait. Mais je pense que ça l'est pas. Ouais. En tout cas, Hermine, après ce petit quiz d'intro, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Bienvenue à toi en direct de Nazaré, au Portugal. Merci Loïc. Alors,
désolée de te décevoir, mais Ah non. aujourd'hui, je suis à Hossegor. Je suis, pendant quelques jours après une grosse saison d'introduction que je ne m'attendais pas à vivre. Je suis rentrée, pour peut-être 2 semaines puisque c'est mon mois d'anniversaire, le mois d'avril. Excellent. Donc je profite de mes amis et ma famille. Je me repose un peu puisque ma nouvelle vie à Nazaré est très mouvementée, remplie de projets et j'avais besoin de faire un petit break pour, entamer le printemps avant qu'on se lance dans la saison touristique, que ce soit en France ou au Portugal. Fabuleux. Et Bon, et ben merci à voilà. toi, et merci à toi de m'accueillir, sur ton podcast que je trouve, passionnant, inspirant, réconfortant souvent. Donc, je suis très contente de pouvoir partager aujourd'hui et profiter de ton expérience. Merci Eh ben, beaucoup. écoute, merci Hermine. Bon, bah, voilà, intro ratée sur ta localisation en tout cas, mais bon, voilà, à moitié ratée parce que tu es installé quand même, pour de vrai à Nazaré, Mmh mh. donc voilà. Mais bref, et ben, écoute, merci en tout cas, pour ce que tu viens de dire. Ça me fait super plaisir de savoir que tu écoutes le podcast et je suis toujours friand de recevoir des auditeurs, des auditrices qui ont aussi des choses à raconter, donc très, très chouette. Mmh. Ce que je te propose, donc je pense que les gens ont bien compris qu'on va parler de surf et de grosses vagues, mais je te propose quand même de nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. D'accord, avec plaisir. Alors je me suis lancée dans le surf, donc ma première vague, je l'ai prise en 2016 et depuis ce jour, en fait, je suis tombée dans un chaudron, hein, tout simplement. Je n'ai jamais arrêté. C'était un gros changement de vie. Avant ça, je travaillais avec mes parents dans l'hôtellerie et mon ma formation scolaire, c'était la haute couture. Donc je suis à la base née dans une campagne, dans le centre de la France et je n'avais pas du tout dans mes ambitions de devenir surfeuse. C'est vraiment quelque chose qui m'est apparu comme un déclic aux alentours de 2013, où j'ai dû patienter encore quelques années pour pouvoir me rapprocher de mes ambitions et en 2016 donc je me suis finalement, grâce à toutes, les bonnes conditions réunies, lancée pour, la première fois sur mes premières vagues et ça s'est très, très bien passé, donc j'en suis ravie. Ça n'aurait pas pu être mieux et le temps, hem, m'a moi-même beaucoup surprise puisque je me suis, découverte, non seulement une passion pour le surf, mais pour le surf de grosses vagues et en l'espace de ces 8 dernières années, avec beaucoup de passion, beaucoup de rencontres, beaucoup de partage, je suis passée de débutante à surfeuse de grosses vagues. Voilà. Énorme. Alors, grosse vague, juste pour qu'on définisse tout de suite le terme, c'est quoi les caractéristiques? Alors jusqu'à il y a encore quelques mois avant mon arrivée à Nazaré, je me sécurisais, ne pas utiliser le terme grosse vague, mais je disais que j'étais une surfeuse de vagues un peu plus grosses et je pense que, jusqu'à même mes premières vagues à Nazaré, j'étais pas tout à fait satisfaite. Il m'a fallu quelques sessions pour pouvoir, voilà, aujourd'hui te dire, alors qu'est-ce qu'une grosse vague? Une grosse vague, c'est une vague que tu ne peux plus, je pense, mesurer la taille quand toi tu es dessus. C'est-à-dire que tu peux pas, toi, en la surfant, te dire: «OK, cette vague fait, 2 m ou 3 mètres», tu vois? Une vague à ta portée, tu sais qu'elle fait potentiellement un peu plus que ta taille ou 2 fois ta taille. Et je pense qu'il y a pas de définition, donc c'est super intéressant d'écouter les définitions des surfeurs de grosses vagues sur ce qu'une grosse vague peut être. Je pense que ceux qui sont bien plus aguerris que moi dans leur milieu et qui sont, surfeurs de grosses vagues depuis 20 ans, te donneront des définitions très intéressantes. Personnellement, je pense que toute vague au-delà enfin toute vague qui te pousse en fait à te surpasser est une grosse vague. Mmh. Si on part d'une description générale, j'aurais tendance à te dire celle qui nécessite le matériel requis pour pouvoir vraiment, la surfer, c'est-à-dire soit des planches, beaucoup plus grandes qu'on appelle des guns. Quand tu vas surfer des vagues très connues,
comme je dirais Nazaré, Mavericks, comme Jaws. Voilà, tu as des vagues qui sont spécifiques. Et puis ensuite, tu as le jet, tout ce qui est les vagues que tu surfes en towing, qui sont des grosses vagues. T'as vraiment la catégorie où c'est des spots qui ne se réveillent que si les vagues sont assez grosses, si la houle est assez grosse. Comme par exemple Bellara. Bellara, c'est forcément une grosse vague. Après, ça se discute si tout le monde ne la trouve pas qualitative. Mais littéralement, cette vague ne casse pas si la houle ne fait pas tant de mètres. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas 6 mètres de houle, 16 de période ou ce genre de choses. Donc, tu sais qu'elle peut pas casser. Elle fera probablement pas moins de 6, 7, 8 mètres. Donc, tu as Ok. vraiment des spots qui sont très spécifiques. Ils ne se réveillent que si c'est des très grosses houles. Comme je crois Jaws que c'est un petit peu la même chose. Tu peux le surfer en gun si c'est petit, mais ça reste quand même une grosse vague. Et puis ensuite, tu as une autre catégorie, c'est les spots comme Hossegor, Seignos, qui peuvent passer de spots normal, comme en été, et accueillir l'hiver grâce à leur configuration marine, qui peuvent passer de vagues que tu surfes en longboard avec les tempêtes ou avec les grosses houles qui peuvent devenir des spots de grosses vagues. Ok. Donc si je devais te dire ce qu'est une grosse vague, c'est une vague qui te force à te dépasser et qui te force à te remettre un peu en question sur qu'est-ce que je fais là. Parce que quand alors on va tout de suite dans le détail un peu technique, mais Mhm, tu dirais qu'en termes de, alors moi je suis pas surfeur, j'ai jamais surfé, j'ai jamais mis les pieds sur une planche de surf. Paddle oui, mais bon voilà, c'est pas vraiment la même sensation de glisse, j'imagine. mhm. Qu'est-ce qui change entre une vague classique, on va dire, et une grosse vague en termes de sensation, d'approche, de technique? Je pense que le côté de dépasse, je pense qu'il y a vraiment euh, un paramètre qui est important, c'est une petite vague. Tu te poses pas trop la question, c'est jamais très agréable de tomber, surtout que les petites vagues peuvent quand même être. Tu vois, je vais te faire une comparaison simple. Je vais prendre un lieu lambda comme Hossegor, puisque c'est du sable. T'as pas vraiment de peur sur une petite vague. Sur une grosse vague, j'aurais tendance à dire que le premier paramètre qui peut changer, ça peut être soit le temps sous l'eau, ça peut être soit la vision que tu as allongée sur ta planche quand tu la vois arriver. Je pense que la plus grosse différence, c'est vraiment la sensation dans ton cœur, dans ton corps, de ce que tu ressens quand tu la vois, très D'accord. sincèrement. C'est la grosse différence, c'est le rush d'adrénaline que tu peux ressentir. Ok. Pour moi, chaque seconde sur la planche, quand je suis sur du surf de grosse vague, c'est mon ultra concentration et c'est ce que je recherche puisque je suis quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un moment où quand je me retrouve sur ma planche en surf de gros, je suis dans le présent. Et ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai été chercher. Excellent. Je rebondis sur ce que tu disais là, le temps sous l'eau. Alors je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. C'était peut-être un reportage sur Nazaré d'ailleurs. Mhm. Est-ce que tu te prépares à faire de l'apnée active? C'est-à-dire, si tu sais que si tu tombes potentiellement, tu restes un bon moment dans les tourbillons sous l'eau, et donc Mhm. tu travailles cette capacité à attendre d'être repoussé comme un bouchon à la surface en retenant ton souffle. Oui, si seulement c'était comme un bouchon, parfois C'est c'est vrai. pas aussi simple. Parfois il faut quand même mettre des brasses, l'air de rien. Après on apprend beaucoup de techniques. Alors oui, il y a beaucoup d'apnée. J'en ai fait particulièrement beaucoup, beaucoup au début euh, de mon, de mon apprentissage dans le surf de grosses vagues. Aujourd'hui, j'en fais un petit peu moins. Faudrait sérieusement que je m'y remette avant la saison prochaine, puisque j'ai vraiment l'intention de pousser davantage et de dépasser mes propres, mes propres barrières, ce que je ne pensais pas pouvoir atteindre. Donc, il y a beaucoup d'apnée, mais il y a aussi beaucoup d'apnée dynamique, comme tu dis, où on te fait faire du maximum. Donc, c'est un grand mélange de natation et d'apnée, où on t'apprend en technique de natation comment bien dépenser, bien doser ton oxygène, comment respirer si tu as la chance d'avoir deux trois brasses que tu peux faire. On t'apprend à te calmer, donc c'est tout un travail d'apnée, mais il faut vraiment être honnête. C'est vraiment un travail et physique et de préparation mentale réunis dans
voilà, dans ces quelques secondes, où on t'apprend vraiment à gérer, ce que tu vas devoir affronter et ce que tu vas visuellement devoir voir, potentiellement si tu te retrouves au pire endroit. Ça ressemble à quoi quand tu te retrouves au pire endroit, sous l'eau, sans pouvoir Écoute, respirer? honnêtement, j'ai pas, affronté, aujourd'hui, je pense que je me suis réveillée tous les matins, avec cette vision pendant très longtemps. Depuis que je suis arrivée à Nazaré, j'imagine vraiment ce scénario qui est le scénario que personne veut vivre et que je ne veux pas vivre. Et je sais que ça a été assez récurrent dans ma tête, mais je pense que tout le monde l'a vécu. Je pense que beaucoup, en tout cas, l'ont vécu à Nazaré. Hem, donc ça ressemble potentiellement à être tombé peut-être au mauvais endroit ou alors avoir loupé la vague ou ce genre de choses et te retrouver, en fait, tout simplement, bah, en bas, heu, de la prochaine vague et puis voir cette espèce d'immense, immense, immense mur droit, t'arriver dessus et la lèvre cassée, juste devant toi ou voilà, ou quelques mètres après et te dire que, bah, voilà, tu es vraiment en bas d'un immense, immense triangle et c'est ce que tu veux pas Mmh. vivre. Ouais, je suppose que quand tu as une vague de genre plus de 20 mètres qui t'arrive sur la tête, ça doit pas être la même sensation que quand tu es, assis, sur le sable, à la plage, et que ça vient te lécher les pieds, quoi. Ça doit Voilà, bah, du ça doit exactement. secouer un peu plus. Disons que ça peut être un peu différent. Ouais. Hem, OK et à quel moment, enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, «Je vais», voilà, tu le disais, tu viens d'un univers, qui est pas vraiment celui du surf, en termes de formation, la haute couture, tu as grandi dans le centre de la France, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as pris la décision de faire du surf, ton quotidien et de te professionnaliser là-dedans? Alors je pense que la vie m'a toujours donné la chance d'avoir une maman qui m'a, encouragée à aller vers l'inconnu, à aller vers la nouveauté. J'ai des parents qui sont très, très penchés voyage, qui sont très ouverts d'esprit. J'avais l'impression que j'étais pas forcément dans mon univers. Je pense qu'il y a des milieux qui sont plus ou moins sains. On peut pas dire que jusqu'à mes 18 ans, j'ai trouvé mon univers hyper sain. Si je devais refaire mon adolescence, certainement je changerais deux trois trucs. Je pense que c'était pas tout à fait moi et souvent j'ai trouvé que le monde était quand même pas hyper sympa et quand j'ai découvert aux alentours de 2013 et que j'ai commencé à voyager seule, pour effectuer un an de voyage à l'étranger, où j'ai fait plusieurs destinations. L'une d'elles était Hawaï pour mes études. J'ai découvert à Hawaï un esprit vraiment, l'esprit surf, l'esprit, la aloha life et franchement, c'était tout l'inverse de ce que je connaissais dans le monde de la haute couture, ou le milieu parisien puisque c'était là-bas où je faisais mes études. Enfin voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans ma vie. Je me suis rendu compte que j'étais pas obligée de vouloir vivre comme les gens me demandaient avec les codes du paraître, de devoir, montrer pour avoir, des fréquentations, ce genre de choses. Donc en fait, j'ai été propulsée d'un milieu très différent à un milieu très, très naturel et un milieu rempli de sport, de bienveillance, de nature, d'amour des autres, de partage. Et c'est vrai qu'à cette époque, c'est vraiment comme si j'avais dépassé une barrière, quoi. Je pensais pas que c'était possible, donc j'ai commencé par découvrir le lifestyle et puis, bah, après j'ai découvert un jour, un spot qui m'a vraiment parlé et bah, tout simplement, j'ai compris que je pouvais juste, bah, être heureuse simplement avec des gens qui étaient bienveillants et je pense que ça a un peu bousculé ma vie. Hem et que j'ai commencé tout doucement à trouver ma place et à voir que voilà, je pouvais être beaucoup moins, sans me poser 30 000 questions sur, ce que les gens allaient penser, sur ce que moi je devais être, pourquoi est-ce que je collais pas avec les gens avant et cetera. Donc c'était beaucoup plus agréable pour moi tout à coup. Excellent et pourquoi Nazaré et pas, parce que j'ai une liste apparemment des méga spots, dans le monde. Donc il y en a à Hawaï, il y en a en Californie, il parle apparemment de Mexique, Mmh mh. Tahiti, Fidji, en Irlande apparemment.
Bon, alors, je sais Ouais. pas comment ils font pour surfer en Irlande avec la température de l'eau, mais bon, bref. Et en Mmh. France, à Bellara. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi Nazaré? Alors après toutes ces années, Nazaré, c'est un spot que j'ai longtemps refusé. On m'en a parlé il y a quelque temps, je me sentais pas prête. Je pense que c'est quand même une très, très grosse barrière. C'est quelque chose que tout le monde, c'est un spot très adulé et c'est vraiment, pour de très bonnes raisons. Hem, Entre le moment où j'ai découvert le surf et aujourd'hui, il s'est passé énormément, énormément de moments. Ça a été 8 ans d'une vie accélérée qui, au niveau financier, au niveau mental, au niveau personnel, au niveau familial, professionnel, a eu énormément d'impact. Il a fallu faire beaucoup, 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 beaucoup de sacrifices, qui concernaient et moi et mes proches. Donc, j'ai surmonté pas mal d'étapes. Ça a été très compliqué, mais merveilleux, hein. Ça, je veux pas faut pas que ça ait l'air d'être autrement que merveilleux. Ça a été vraiment merveilleux, mais pas facile. Donc, voilà, bah, ça a été, beaucoup de coaching, beaucoup de développement, beaucoup de remise en question, des fois des peurs, des fois des doutes. Et Nazaré, c'est pas quelque chose où tu y vas en te disant: «Bah, ça va, j'y vais et puis on verra bien». Hem, j'ai une grosse passion pour le surf, mais j'ai aussi une très grosse passion pour le pilotage. Et si j'ai décidé d'aller à Nazaré, à la base, juste pour, prendre la température, parce que j'y suis déjà allée pas mal de fois, hein, hem, mais pour aller voir, donc c'était pas du tout ma première fois sur le sol de Nazaré. Mais j'y suis allée pour regarder les vagues, j'y suis allée de très beaux jours, depuis le bord et c'est vrai que c'était toujours un peu comme un goût amer de me dire, «J'aimerais quand même bien être de l'autre côté, quoi». Mais je me sentais pas du tout prête, tu vois? C'est dommage d'être sur la falaise et pas être dans l'eau, mais il était pas question, de demander à y aller, il était pas question d'y aller, je savais que c'était pas le moment et donc en décembre 2023, là, il y a quelques mois, hem, après mon retour de Tahiti, j'ai décidé de dire oui. Je suis partie avec, un ami qui m'a dit: «Allez, j'y vais, franchement, tu as rien à faire, j'ai déjà tout, là-bas, tu as juste à venir avec moi et comme ça, à tout moment, tu me pilotes, ça peut être cool, on peut voir si tu pourras prendre des vagues et tout, on verra bien». Et en fait, bah, on est partis ensemble, j'ai surfé, mes premières vagues très, très stressée et puis finalement, je pense que j'avais pas besoin d'aller à Nazaré et pas envie avant un certain temps parce que je savais que j'avais encore énormément de travail à fournir pour pouvoir, me permettre d'envisager un jour d'aller là-bas. Les conditions sont bien plus difficiles qu'ailleurs, techniquement, c'est quand même un spot qu'il faut pas prendre à la légère. Donc j'ai attendu de me sentir prête, et j'ai attendu, bah, aussi, voilà, beaucoup d'encouragement de la part de Clément qui était mon partenaire, pour ce voyage. Donc je me suis dit, après 5 ans, qu'il était grand temps d'aller voir comment ça se passe sur place. Pourquoi Nazaré maintenant pour le côté pur et dur? Pourquoi ce spot? Parce que je pense que c'est le spot le plus consistant, de la planète. C'est-à-dire que je ne connais pas d'autres endroits, actuellement ou alors on ne l'a pas encore révélé et ils ont bien raison parce que sinon ça serait bondé de suite. C'est un endroit qui permet de s'entraîner au quotidien. La configuration marine, nous offre des vagues entre moyennes, c'est-à-dire, 3-4-5 mètres, à immenses, quasiment tous les jours pendant l'hiver. Ok. Donc les seules choses qui pourraient nous empêcher d'aller à l'eau pendant l'hiver, c'est-à-dire que ce serait soit qu'il y a trop de vent, soit qu'il n'y a pas du tout de vagues et finalement sur peut-être 30 jours de surf, enfin 30 jours dans le mois, on a quelque chose comme 20 jours de surf de grosses vagues. Donc d'entraînement en jet ski ou, avec les guns, parce que moi je fais beaucoup moins, mais du coup c'est quand même très, très, très rare. Un spot de gros comme Bellara va peut-être marcher potentiellement 2 fois dans l'année, Ah oui, si c'est une d'accord. bonne année. Si c'est une bonne année, il peut marcher 10 fois. Mais je veux dire, tu peux pas construire, ta carrière, progresser aussi bien et avoir la même force, quand tu fais un truc répétitif. Je veux dire, je pense que tu sais très bien de quoi je parle. En judo, tu vas répéter, 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 j'imagine. Mhm. Et bah, dis-toi que là, c'est un peu la même chose. Heu,
pour pouvoir progresser, que ce soit sur une petite vague ou une grosse vague, il faut retravailler en permanence, travailler tes appuis, travailler ta ligne, travailler, ton mental et c'est des vagues, c'est quand même pas très gros, même une très, très grosse vague, c'est peut-être, je sais pas, 10-15 secondes maximum, enfin, vraiment ça va très, très vite donc tu es obligé d'en prendre beaucoup, beaucoup pour pouvoir, retravailler tout ça, quoi. Donc OK. voilà pourquoi Nazaré. Ensuite, dans les vagues que tu m'as citées, j'ai eu l'occasion pour la première fois en février, pour la Saint-Valentin avec, mon chéri qui est aussi mon partenaire de surf de grosses vagues, de partir à Jaws. Donc ça, c'est le spot que tu as décrit qui est à Hawaï, sur l'île de Maui. Donc on a été, là-bas pour la première fois pour moi et ça a été une très belle expérience. Donc j'ai découvert Jaws, je suis très contente de l'avoir fait. J'ai pas encore eu l'occasion de découvrir Mavericks. Mavericks, par contre, mon chéri et Clément, donc mon partenaire avec qui je suis arrivée à Nazaré, cet hiver, sont allés à Mavericks pour surfer une grande houle attendue qui était, je pense, en janvier. Et ensuite, Tahiti, alors, j'ai eu la chance de vivre à Tahiti pour quelques mois l'année dernière, donc de février à août. Donc la vague de Te Aupo, c'est la vague, mythique de Tahiti, que je n'ai pas surfée pendant les grosses houles. Elle a cassé, le jour de mon anniversaire. Donc quand Tahiti se réveille pour une grosse houle, on appelle ça un red code. Enfin, ils appellent ça un red code quand vraiment c'est de très grosses houles, genre des records et voilà, elle a cassé l'année dernière, le 30 avril, donc c'était, une grande, grande chance, d'avoir ce cadeau d'anniversaire, de voir tout le monde surfer cette vague hyper ronde, hyper creuse, sublimissime, aussi terrifiante que magnifique, le jour de mon anniversaire. Après Fidji, ça c'est vraiment la destination de mes rêves et l'Irlande, je le redoute un peu plus, mais j'espère bien que ce sera sur ma liste des prochains temps quand même. Excellent, Voilà. excellent. Tu un terme que je connais pas du coup, pilotage dans l'univers du surf, ça correspond à quoi? Alors, les grosses vagues, il y a plusieurs solutions. Soit c'est des vagues qui sont creuses, donc cas échéant, tu as plus ou moins, des boards, ressemblantes à des shortboards, mais beaucoup plus longues, assez fines si c'est très creux. Après, tu as des grosses, grosses, grosses vagues que tu prends toujours à la rame, pardon, mais qui sont du coup des planches qui font, 10-11 pieds, donc ce qui correspond à vraiment des plus qu'un longboard, tu vois? Plus qu'un truc qui fait 2-3 mètres, qui est très affûté, hem et ça, c'est pour ramer donc sur des très grosses vagues. Et ensuite, tu as la dernière possibilité, c'est le surf de gros en jet ski qu'on appelle aussi le tow-in. Donc du coup, tu es lancé par un jet ski et derrière, tu as une corde et derrière cette corde, bah, tu as, le palonnier où tu te tiens avec ta planche et tu es jeté sur des vagues. C'est ce que tu vois donc, que les gens font 80 du temps à Nazaré. D'accord, Voilà. OK. Enfin 80 du temps, soyons clairs, je n'ai pas de mathématiques derrière tout ça. J'ai jeté un chiffre comme ça, mais ça se trouve, c'est beaucoup plus ou un peu moins, je sais pas. OK, mais la majorité du temps en tout cas. Ouais, tout à fait. OK, OK, OK. Super intéressant. OK, bah, écoute, très clair sur le pourquoi Nazaré. C'est sûr que oui, j'imagine que si enfin j'imagine, ça paraît évident que si on prend, Bellara en France, les bonnes années, tu peux t'entraîner globalement 10 fois. Ouais, enfin du coup, c'est assez simple de comprendre pourquoi partir à Nazaré et pas rester en France. En fait, je pense que ça dépend des objectifs de chacun. Tu vois, j'ai Ouais, mon groupe de surf de grosses vagues en France qui sont, comme une famille, qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment aidée, tout le temps depuis que j'ai commencé ce sport. Ils m'ont encouragée pour chaque session. On s'est toujours tenus au courant. On est environ 14-16 et c'est des gens qui sont très, très heureux dans les Landes et dans le Pays basque et leur vie ne leur permettrait peut-être pas de faire ce que je fais là, tu vois? De passer une saison entière à Nazaré ou peut-être que juste ils en ont pas spécialement envie. Ils ont tous des métiers, d'autres choses, avec eux. Donc c'est très cool déjà quand les Estagnos ou la Nord à Hossegor,
voilà, tous ces spots marchent et quand Bellara arrive, bah, du coup, ils sont prêts parce qu'ils ont quand même eu des très beaux hivers et qu'ils ont fait Mmh. beaucoup de jets, donc ils sont en forme et voilà, ils peuvent surfer des grosses vagues et aller ailleurs de temps en temps pour faire des trips. Ils ont peut-être pas l'envie ou le besoin de faire davantage, ou ils ont déjà leur carrière de surfeur derrière eux, ou voilà. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui font que tu peux très, très bien être très, très heureux avec le surf de grosses vagues français parce qu'il y a quand même beaucoup de très belles conditions. Et j'en ai vraiment, fait l'expérience pendant 5 ans. Moi, c'est juste que je me sentais un peu stagnée puisque, c'est vraiment une passion dévorante, et je cherchais beaucoup plus. Enfin, là, je sentais stagner. Donc, Nazaré t'offre, vraiment la possibilité et je l'ignorais avant d'arriver à Nazaré. Jusqu'à ces derniers temps, j'étais un petit peu comme, pas déprimée, mais tu sais, c'est un peu comme tu restes sur ta faim et Mmh. je savais que je pouvais pousser plus. Je savais pas à quel point et en arrivant à Nazaré, en fait, j'ai juste découvert, tous ces gens qui sont passionnés par le même sport que moi. Ce qui est assez rare à Hossegor, et dans le Pays basque et dans les Landes, vraiment c'est pas aussi développé et finalement, je me suis retrouvée à Nazaré dans cette espèce de puits de connaissances, sur ce milieu, sur les jet skis, sur, les conseils, la sécurité, les performances et sans compter, voilà, du coup, le fait que le spot soit constamment en marche. Donc il y a vraiment toute cette espèce de nouveauté où j'ai réalisé, en fait, ce que c'était de vivre dans un monde qui te correspondait bien, où tu te sentais à ta place et je pense que ça, c'est très, très difficile pour beaucoup de personnes qui veulent ou hem, qui se trouvent dans leur sport. Donc voilà, moi, je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, à me sentir mieux dans ma tête, dans ma vie, d'arriver à Nazaré de façon tout à fait inattendue. Je m'attendais à ce que ce soit un test, je voulais vraiment juste mettre le pied dans l'eau, prendre la température et ça a été un déclic immédiat quand j'ai compris, ce que ça signifiait. Génial. Ouais. Tu évoquais un peu plus tôt les sacrifices et tout ce qu'il y a peut-être en coulisses, derrière une vie qui a l'air, trépidante, tu vois? Partir surfer à Hawaï, partir surfer, à Tahiti, c'est génial, mais il y a des contreparties, tu l'as évoqué, beaucoup de sacrifices pour toi et tes proches, donc on va en parler. Mais Mmh. juste avant ça, j'aimerais bien que tu nous parles de ta toute première big wave, à Nazaré justement. Alors, t'expliquais que tu étais déjà allé plusieurs fois avant de t'y installer, mais alors peut-être pas la première, mais en tout cas celle qui t'a le plus marqué où tu t'es dit pour la première fois, ok, là c'est du sérieux, je suis en train de surfer un monstre, et moi Hermine, je suis dessus. Alors ça a été je pense que ça a été 3 ou 4 jours après notre arrivée avec Clem. Heu, Donc là en décembre 2023, hein, c'est ça? ouais, alors j'avais jamais surfé Nazaré avant. J'avais déjà été à Ok. Nazaré, j'avais déjà vu Nazaré avant, mais je n'avais jamais, jamais été à l'eau à Nazaré avant décembre 2023. On est Ok. arrivé le 8, je crois. Donc je pense que ma vraie première grosse vague, je pourrais te transmettre la vidéo, c'était on a surfé, le matin, on était plusieurs. C'est une équipe qui s'appelle donc Red Herring, qui nous a fait surfer avec Clément. C'était les contacts de Clément sur place. Donc on est arrivés, ils nous ont accueillis, ils nous ont tout montré parce que tu peux pas arriver à Nazaré au port et mettre un jet à l'eau comme ça marche pas du tout, du tout, du tout, du tout comme ça. Ok. Tu des barrières, t'as des gens, t'as des autorisations à avoir, t'as plusieurs jet skis, il faut avoir une personne sur la falaise qui te parle dans un talkie-walkie. Enfin voilà, t'as quand même pas mal de réglages à avoir. Il faut envoyer un message à la police, etc. Donc c'est pas anodin. Et je pense que c'est bien qu'ils le fassent comme ça. Donc on était entourés par cette équipe et cette journée-là, on était plusieurs, donc on avait des jet skis qui attendaient au large pour pouvoir surfer, on avait des gens qui étaient en démonstration, enfin voilà, il y avait pas mal il y avait pas mal de monde avec nous et Clément devait me jeter sur une vague, je crois, hem et je sais pas ce que en fait, en gros, j'ai pas pris la vague et je me suis retrouvée typiquement là où je te disais, à l'endroit où il fallait pas être. J'ai vraiment merdé mon truc. Je me suis retrouvée pile là où il fallait pas. Par chance, les gars ont assuré, les 2 sont arrivés, les 2 jets sont arrivés pour me récupérer vraiment au pic.
où j'allais me faire atomiser. Et au final, bah, ils sont arrivés tous les 2 avec les jets. Je suis montée sur un des jets, et puis on est repartis. On l'a évité de très, très, très peu ce jour-là. C'est Francisco qui est devenu mon partenaire, avec le temps de cette équipe, qui m'a récupérée. Et je me sentais pas trop de surfer. Franchement, j'étais là en mode: «OK, bah, là, on va y aller très, très, très mollo». J'ai laissé les gens surfer, j'ai regardé, les vagues étaient de plus en plus jolies le matin, c'était canon. Franchement, ça c'était très, très joli et il y avait le soleil qui était bien orienté, donc je voyais vraiment la forme de la vague, ça faisait vraiment comme un triangle. Ça montait en pic comme une montagne et ça avait un peu la forme du C, tu sais? Parce que ça voulait vraiment dire que c'était un peu creux, et je voyais le soleil, en fait, dans la vague, ça pétillait, c'était sublime, sublime, sublime et c'était parfait, c'était très lisse, c'était très beau. Et puis je sais pas, les gars arrêtent de surfer. Moi, je le sentais pas trop, tu sais, dans les premiers jours, tu te contentes d'observer, c'est beaucoup de Mmh. paramètres à prendre en compte. Donc du coup, j'étais là en mode: «Bon, bah, j'observe, j'observe, j'observe depuis le jet» et puis à un moment donné, ils disent: «Bon, bah, on va pas tarder à y aller, bon, tu es sûr, tu vas pas prendre une vague?» Et Clem me regarde en mode: «Ouais, allez, c'est bon, tu vas prendre une vague, quoi». Et franchement, j'avais envie, mais j'avais pas eu l'élan et là, Clément m'a donné l'élan. Et en plus, vraiment, bah, tu sais, on se chambre, donc enfin, sortie de ça, j'avais vraiment pas envie d'entendre, «Ah machin». Bon, après on s'en fout, hein, je vais pas te mentir, quand c'est comme ça, tu prends pas trop attention de ce que les gens disent, mais parfois ça peut te titiller et te booster un peu et là, ça m'avait bien boosté. Donc j'ai dit: «Ouais, vas-y, tu as raison, je vais à l'eau». Du coup, je suis sortie, du jet, j'ai sauté dans l'eau et du coup, bah, Lorenzo qui est maintenant mon chéri, a attendu au pic et je lui ai dit: «Vraiment une parfaite, hein!» Et il a dit: «Oui, oui, t'inquiète, ça va être nickel, j'attends parfait, on va trouver une super vague et tout». Et en fait, il m'a jetée à contre, ce qu'on appelle un peu à contre-pic, ce qui veut dire qu'il te jette pile derrière le moment où la vague va commencer à casser en hauteur et du coup, comme ça, tu as vraiment le plus de vitesse possible pour arriver de l'autre côté. Sauf que, beh, à Nazaré, il y a un paramètre qui est un peu compliqué à gérer, c'est qu'il y a beaucoup de jets qui passent au milieu de ta vague. Donc du coup, il y avait un jet qui était en train de passer parce qu'il voulait filmer cette vague et du coup, quand j'ai commencé à descendre la vague, laisser le palonnier, le jet est parti et que moi j'ai commencé à m'élancer, il y avait, bah, cette espèce d'immense marque, tu sais comme quand un bateau est passé, ça fait des espèces Mmh. de petites vaguelettes, du blanc et cetera et du coup, bah, voilà, j'étais là sur ma grosse vague en train d'essayer de descendre. J'avais jamais été aussi vite de ma vie, je pense et là, je traverse, ce sillon de jet. Donc ça va, ça se passe bien. J'arrive à me rattraper, à me remettre, bien sur mes appuis. Ça tapait, ça tapait, ça tapait et à un moment donné, je commence à voir d'un coin de l'œil, au-dessus de moi, loin, que c'était quand même en train de friser. Enfin, c'est ce qu'on appelle friser, c'est quand la vague fait vraiment comme si elle allait commencer à faire la mousse, le blanc et qu'elle allait casser plus, tu vois, devant toi. Et donc là, je me dis: «Oh là, il faut que je sorte» et naturellement, tu vois, quand tu es surfeur de petite vague, moyenne vague, quand tu veux sortir d'une vague, parce que tu veux pas te faire attraper, tu passes par en haut. Donc tu remontes et tu t'en vas par le haut. Et là, en fait, j'ai fait cette erreur. J'avais beaucoup trop de vitesse, j'avais beaucoup trop peu de contrôle. Du coup, je me suis retrouvée, à essayer de forcer sur ma planche. J'ai fait une erreur, ce qu'on appelle de rail, de quart, comme on pourrait faire en snowboard et j'ai dérapé, je suis tombée en plein milieu de cette vague et par chance, je suis Mais je passée crois que derrière. j'ai vu cette vidéo là, ce matin avant qu'on s'appelle. OK. Et ta planche était rose, non, c'est pas ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais, je l'ai vu alors. Donc OK. bah, de toute façon, tu verras sur toutes mes vidéos, j'ai la même planche. C'est une planche que j'utilise très souvent, et je pense que c'était vraiment une de mes premières grosses vagues. Ça a été ma première grosse sensation, ça a été un gros rush d'adrénaline. Je suis sortie de l'eau, j'ai hurlé, j'étais trop contente. Là, vraiment, ça faisait 2-3 jours, j'étais un peu sur ma faim, à me dire: «Ah, je suis à Nazaré pour être hyper loin devant, pour pas être au pic, pour faire, ci, ça» et c'est vrai que, bah, là, du coup, je me suis dit: «Ah ouais, OK, bah, non, mais là, c'était bien» et du coup, genre, je suis arrivée près des jets et tout le monde était en mode: «Wouh!»
hyper heureux pour moi. C'était trop, trop cool. Clément était là en mode: «Ah ouais, elle était grosse, c'est cool» et puis après, c'était nos premiers jours, quoi. Donc je pense que, maintenant le temps est passé et je voudrais trop lui demander son avis sur: «Ouais, tu penses qu'elle était comment cette vague en vrai et tout?» parce que je pense qu'elle était peut-être qu'avec, 3 ou 4 mois de Nazareth dans les jambes, finalement, elle était pas si fat. Mais c'était quand même une très jolie vague et la sensation était inoubliable et apparemment l'angle était très beau, la vue était très belle. Donc en tout cas, moi, je sais qu'au niveau de mon ressenti, c'était ma première grosse vague à Nazareth, ça. Excellent. Et Mmh. donc j'imagine, que ça t c'est peut-être une expérience qui t'a conforté aussi dans ton choix, parce que enfin, toutes les émotions que tu as vécues, le rush d'adrénaline, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit: «OK, c'est bon, je suis au bon endroit, je continue là-dedans» ou En fait, je pense que moi, je suis très, très dure envers moi-même. Je pense que tu as dû parler, avoir cette discussion mille et mille, et maintes fois avec beaucoup de sportifs. Hem, il y a cette peur de pas être assez bon, ce sentiment d'imposteur, tu as beaucoup de choses qui s'en mêlent et très souvent, c'est les autres, qui me font réaliser que c'est bien. Je suis très, très dure avec moi-même. mmh, J'ai très souvent l'impression de pouvoir faire mieux. J'ai très souvent l'impression de pas avoir tout donné. J'ai très souvent l'impression de pas être assez. Et du coup, c'est vraiment très frustrant. Et sur des moments comme ça, tu vois, moi, ma seule pensée, ça a été: «Ah, j'ai fait une erreur, je suis tombée», même si c'était incroyable, tu vois? Sur le moment, j'étais trop contente. Mais j'étais là en mode: «Ouais, bah, là, j'ai voulu m'échapper, je me suis trompée, j'aurais dû essayer de descendre au lieu de monter et tout et tout». Et vraiment, je voyais les gens qui étaient en train de me regarder et qui étaient trop contents pour moi, qui étaient vraiment en mode, bah, c'est ouf, quoi. Et Lorenzo, avec le temps, je voyais qu'il poussait, il poussait et rien que qu'il me sente capable de prendre ces vagues, que tu vois, les gens me donnent beaucoup de leur élan, de leur croyance pour moi. Je pense que ça me fait réaliser que, bah, voilà, j'ai peut-être quand même plus ma place que ce que moi-même je me laisserais le tu vois, le ouais. la possibilité d'imaginer. Et finalement, Nazaré, c'est comme ça que j'y suis arrivée parce qu'il y a quelque temps en arrière, je voulais pas du tout, du tout, du tout, du tout y aller, vraiment pas. Et c'est vraiment les dires des uns et des autres qui ont commencé à me mettre des graines en gros et ça a germé, ça a fleuri et puis voilà, j'ai fini au bout de 2 ans par faire le déplacement. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important et que j'ai vraiment, envie, tu vois? C'est vraiment un échange, toi, est-ce que tu as vraiment eu cette impression? Est-ce que tu as des athlètes qui te disent ça? Est-ce que dans ta carrière, tu as vécu ça? Cette espèce de sentiment de pas être assez et que c'est finalement les gens, qui vont te permettre de te sécuriser ou de faire passer des nouvelles frontières, des nouvelles étapes? Ouais, je pense c'est un vrai sujet, alors moi j'ai pas eu une carrière à haut niveau, très longue, tu vois? Ça a duré, 3 ans, mais Mmh. en équipe de France. Mais pour avoir échangé avec beaucoup de sportifs depuis, hem, en fait, c'est vraiment intéressant parce que souvent enfin, il y a beaucoup de croyances autour du sport de haut niveau, quel que soit l'univers, tu vois? Mmh. Le grand public, hein, tu dis, sportif ou sportif de haut niveau, c'est, ah bah, des gens, bien dans leur peau, qui ont confiance en eux, équilibrés, mode de vie sain et cetera et puis en fait, en tout cas sur la partie, confiance en eux, bah, c'est Mmh. vrai que c'est souvent, pas forcément le cas en fait, Ouais. étonnamment, tu vois? C'est un peu tout le paradoxe et d'un autre côté, est-ce que c'est pas des fois ça qui fait qu'il y a du résultat, de la performance ou en tout cas que les gens sont capables de faire des choses incroyables, tu vois? Justement ce sentiment de presque de devoir prouver que, alors à soi-même, aux autres, je sais pas, tu vois? Mais prouver Mmh. qu'on est capable. Moi, je sais que c'était un quand j'ai commencé à faire du judo à haut niveau, enfin voilà, j'étais, méga timide, au collège, collège, même, lycée, et je me poussais moi-même à faire toujours plus, tu vois? Bien sûr, À m'entraîner plus dur, enfin en gros, c'était un peu, no pain, no gain, tu vois? C'était un peu l'approche, quoi. bien sûr. Et et au final, j'en sais rien. Je sais pas si j'aurais eu le résultat. Enfin, j'ai pas eu des résultats de fou, tu vois, mais plusieurs podiums au championnat de France, des sélections à l'international, machin. Je sais pas si j'aurais pu faire tout ça sans cette espèce de drive
Mmh. Cette flamme qui était en fait alimentée par, un gros manque de confiance en soi, tu vois? Ouais. Et le besoin de me prouver que, tu vois? Donc ouais, je sais pas. Je pense que c'est vrai, je pense que je suis vraiment d'accord avec toi, c'est là où je te rejoins. Je pense que si j'avais pas ça, je progresserais pas autant. Ouais. Je pense que beaucoup de gens qui n'ont pas ça ne progressent pas autant. Je pense qu'à l'inverse, il y a des gens qui sont extrêmement confiants et ça leur permet de surmonter beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, c'est des gens que pareil, en tout cas de mon point de vue, ils ont l'air extrêmement confiants. Je les connais pas assez, personnellement pour aller dans le plus profond. Donc je sais pas si c'est vraiment une façon de se montrer ou pas. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme toi, comme moi, comme d'autres athlètes, ou sportifs. Tu vois, rien que d'utiliser le mot athlète, c'est très dur parce que de mon point de vue, je suis passée de surfeuse débutante à amatrice, à Mmh. là, je suis un peu propulsée dans autre chose et en fait, j'ai pas t trop l'occasion de me demander si, j'en suis très heureuse, si ça me convient pas. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas dire non à des opportunités. Donc ça, c'est vraiment, mais qui suis-je pour refuser, des immenses appels et des immenses aides de la vie, tu vois? C'est pas possible. Mmh. Je pourrais pas me permettre j'aurais trop peur de regretter dans 20 ans ou dans 30 ans, de me dire: «Attends, ah non, mais tu sais, j'ai eu l'opportunité de faire ça. Ah bah non, je l'ai pas fait». Non, mais Ouais. enfin, pas du tout, en fait. Qui peut faire un truc pareil? Ouais. Donc je veux pas faire ça, c'est pas mon but. Quand la vie, me propose quelque chose, bah, juste je dis «oui» et tant que je peux le faire, je le ferai. Mais c'est vrai que parfois, du coup, tu te heurtes à ce genre de voilà, de petites, paramètres qui font que, bah, oui, tu peux manquer de confiance. Bah, oui, tu es pas forcément athlète de haut niveau. Bah, oui, c'est un peu compliqué. Tu vois, mes premières blessures, comme je t'ai expliqué, c'est comme ça que j'ai rencontré Mathilde, que tu as interviewée pour le javelot. Heu, Mathilde, on s'est rencontrés au CERS. À ce moment-là, le CERS, c'était, pour moi, en tant que surfeuse amatrice plus, c'était très compliqué d'y avoir accès. Il faut faire partie des fédérations, il faut pouvoir y rentrer en urgence. Il y avait plein, plein de paramètres qui étaient pas aussi simples que ça. Donc donc chaque étape, mes blessures, mes doutes, mes volontés de pousser m'ont permis de réaliser plein de choses et franchement la blessure, je me suis dit: «Attends, je peux pas expliquer aux gens». Enfin, j'ai limite pas le droit d'y aller parce qu'ils considèrent que je suis pas, je sais pas, tu vois, investie ou dans un truc professionnel et tout. Alors qu'en fait si, enfin je veux dire ma vie entière depuis ces 8 dernières années ou depuis à cette époque-là, ces 5, 6 dernières années, n'ont été que orientées vers mon sport. Mmh. Et c'est grâce à ces moments-là, même si la blessure était terrifiante, c'est grâce à ces moments-là que j'ai compris: «Hermine, tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas continuer à dire que tu es amatrice», tu vois? Ça colle plus à ta vie, en fait. Donc j'ai poussé, poussé. À cette époque-là, ça m'a fait extrêmement bien de me retrouver au CERS, qui plus est, dans ce pôle-là du CERS. Blessée, c'est difficile, mais par contre, entourée de autant de sportifs qui vivent la même chose que toi, qui sont contraints de stopper toute leur vie, leur passion, c'était beaucoup plus facile à gérer quand j'étais, dans l'enceinte de ce centre que, toute seule chez moi. Donc on se retrouve avec des gens qui vivent la même chose, on se comprend, c'est très agréable. On en chie ensemble, donc ça, c'est aussi un autre paramètre. On apprend énormément. Donc c'était vraiment une grande nouveauté dans ma vie et je pense que tout ça là, tout ce qui arrive, que ce soit aux sportifs de haut niveau ou aux sportifs qui sont avec le temps amenés à faire des progrès auxquels eux-mêmes s'attendaient pas, hem, c'est drivé parce que la vie te t'amène à des points, quoi. Et il y en a qui sont vraiment, certainement qui sont à se dire à 5 ans: «OK, un jour, j'aurai une médaille d'or aux Jeux olympiques de ta ou de ça», tu vois? Et je pense qu'il y en a plein d'autres qui juste se découvrent ou se renouvellent ou se redécouvrent dans leur passion et moi, ça a vraiment été mon cas. Je vivais pas une vie où j'étais très épanouie. J'étais très heureuse, mais j'étais pas moi. Mmh. Et là, je me suis découverte, je me suis créé des bases, je suis devenue une femme, grâce à mon sport, grâce à quelque chose dans lequel, pour une fois dans ma vie, je me suis dit: «Waouh, je crois que je suis douée là-dedans»
et d'être doué dans un domaine et de réussir à prendre confiance, à se dire: «OK, genre, ça, je peux en parler, parce que vraiment j'aime ça, parce que c'est quelque chose qui m'anime», bah, c'est super agréable. Puis ensuite, cette volonté aussi, tu vois, avec le temps de vouloir dire à tous ceux qui m'ont dit ces 8 dernières années, il y a 7 ans que, bah, je ferais jamais ça ou que j'irais jamais surfer cette vague ou que c'était impossible ou que, il fallait pas rêver ou que, j'exagérais ou que je me sentais plus pétée. Enfin, tu vois? J'ai vraiment entendu de tout et ce qui est vraiment récurrent maintenant dans ma volonté de discuter, de faire des podcasts, d'aller communiquer sur mon parcours, c'est vraiment de dire aux gens, heu, n'attendez rien des autres, n'écoutez rien de ce qu'on va vous dire, prenez le bon, balayez le reste, entendez-le parce que parfois ça peut vous faire du bien aussi une bonne claque, mais n'abandonnez surtout jamais, 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 jamais. Si c'est quelque chose qui vous anime et qui vous empêche de faire quoi que ce soit d'autre dans votre vie, c'est que c'est probablement le chemin. Donc moi je sais que je pourrais pas envisager de vivre sans ça aujourd'hui, tu vois? Mmh. Ça veut pas dire que j'ai besoin de le faire 10 heures par jour tous les jours. Ça veut dire que peut-être au bout de 2 heures, j'en ai marre, j'ai envie de sortir de l'eau, quand certains peuvent rester 8 heures. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux pas ne pas le faire. C'est impossible, ça me ronge. Quand je surfe pas des grosses vagues, je suis pas aussi heureuse, je suis pas moi-même. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être sur ce jet ski, j'ai besoin de piloter mon partenaire, j'ai besoin de cette adrénaline. Hem et c'est vraiment quelque chose que malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les étapes, malgré les sensations d'imposture, de tout ce que tu veux, bah, en fait, à la fin, quand je suis en train de vivre ma passion, je la vis à 100 et je la vie des autres, je mens, mais enfin, j'ai pas les mots, quoi. Ce serait peut-être un peu poli, mais vraiment, c'est je m'en fous. Hem J'essaye juste de faire ce qui me rend heureuse et si au passage ça peut m'apporter, quelque chose, bah, tant mieux. Si au passage ça peut me permettre, d'avancer dans ma vie, de sécuriser mon futur, d'envisager de travailler avec le développement personnel, d'aider d'autres jeunes à faire ce qu'ils ont envie de vivre, à aller découvrir ce qu'il y a hors de chez eux et tout, bah, je le fais et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné donc j'ai juste laissé la vie me guider et elle m'a vraiment fait des beaux cadeaux jusqu'à là, donc je suis très contente. Excellent. C'est quoi la blessure que tu as eue qui fait que tu t'es retrouvé à Cap alors le CERS d'ailleurs, parenthèse dans la question, le CERS, c'est le Centre européen de rééducation du sportif, c'est à Cap-Breton. C'est là qu'on envoie, toutes les sportifs de niveau blessés, pour leur convalescence, en fait. Donc il y a des équipes, Exactement. spécialisées, et c'est un centre qui est, méga réputé. Mmh. Je crois que enfin, c'est pas si tu enfin, si tu pas sportif, tu peux pas y aller, non? C'est pas Ouais, ouvert au grand public? alors tout à fait. Alors c'est un peu différent, tu dois faire partie d'une fédération. L Certaines parties de ce centre sont réservées aux sportifs de haut niveau. OK, Hem, D'autres parties sont pour aussi les fonctions publiques à haut risque, gendarmes, pompiers, militaires, voilà. d'accord. Et puis ensuite, tu as d'autres parties, d'autres ailes qui sont pour les sportifs de fédération, amateurs ou autres, qui ont tout simplement demandé l'accès après des grosses blessures ou des blessures à ce centre. OK, Donc il y en a plusieurs en France, tu quand même pas que le CERS, hein, il faut quand même relativiser un peu. Il y a aussi dans le sud-est, tu en as d'autres. Ils sont tous très bien. Il y a j'ai quand j'étais à celui de Cap-Breton, il y a des gens qui avaient fait un passage à celui du sud-est, donc il y en a plusieurs et aujourd'hui, heureusement, de plus en plus de centres, non remboursés. Bien évidemment, la grande différence avec le CERS, c'est qu'ils prennent, la sécurité sociale prend en charge ton séjour, ce qui est quand même une très grosse, grosse, grosse charge puisqu'ils ont du matériel qui est extrêmement, extrêmement qualitatif et qu'effectivement, si tu dois te mettre à payer un séjour au CERS, ça serait pas drôle. Mais tu peux le faire. Tu peux arriver au CERS et payer ton séjour et rentrer au CERS. Voilà. OK.
Et donc là, Mathilde, elle était. Donc Mathilde, tu mentionnais Mathilde tout à l'heure, c'est Mathilde Andro qui a été une invitée Mmh. récemment sur le podcast, qui a été Je sais. athlète Ouais, olympique en lancer de javelot, qui est partie à Rio, donc ouais. en 2016, si je dis pas de bêtises, et qui travaille aujourd'hui en tant que kiné. Donc je sais pas, tu l'avais croisée, elle était quoi? Elle était blessée ou elle était Alors elle aide aux avait, blessés? sa grosse blessure au tendon d'Achille. Ok. Je pense que quand tu as bah, alors Mathilde, elle a été absolument trop sympa. C'est vraiment une personne que je trouve, de très bonne compagnie, qui est très gentille dans le partage, dans la bienveillance, dans le bien-être. Voilà, bah, d'où aussi sa reconversion et surtout sa spé avec, aujourd'hui qui travaille avec, du coup, je crois, les personnes amputées. Mhm. C'est vraiment elle m'a beaucoup aidée. Il y avait un appareil que j'avais peu l'habitude d'utiliser, heu, dans le centre elle m'a donné de très bons conseils pour pouvoir, être meilleure, sur cet appareil, sportif. Donc c'était vraiment sympa. Elle était très, 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 très aidante et franchement quand j'ai, entendu, voilà, moi, c'est le tendon d'Achille, ça fait tant de temps, ça fait ci, ça fait ça. Je pense que je suis arrivée et moi, j'étais là en mode: «Ah ouais, OK, bah, te plains plus, en fait, quoi». Parce que ça, ce qu'elle vit, c'est pas drôle, quoi. Et non, c'était une très belle rencontre, donc c'était très agréable d'écouter votre podcast et effectivement, ça a été un grand choc de se rendre compte que, bah, il y avait beaucoup de monde qui était blessé et qui avait des très grosses blessures et je pense que je m'en suis beaucoup voulu avant d'arriver au CERS. Je suis de nature très, très, très heureuse, et donc ma blessure, moi, c'était une blessure au pied. Pendant une session de surf de grosses vagues en jet ski, je me suis cassé le pied, j'ai fait de multiples fractures sur le pied droit. Mon pied est resté sur ma planche et mon avant, en gros, mes doigts de pied et l'avant du pied sont restés et tout mon corps a basculé par-dessus. Donc Aïe. ça a fait une sacrée torsion, ça a cassé le ligament du lisfranc. Ça a également, heu, Ça a également cassé 2 métatarses, les cunéiformes, donc j'ai eu 6 fractures, une, luxation du pouce plus Heu, plus le ligament a rompu. Voilà, donc c'était quand même extrêmement, intense. Sur le coup, de la blessure, je me suis rendu compte que je m'étais fait mal, mais je pensais que je m'étais tordu un truc, en fait. J'ai quand même marché, marché, j'ai attendu quelques jours, ils se sont trompés. Donc ça a été une grosse blessure, mais je m'étais pas rendu compte à quel point et c'est après 2 semaines qu'on m'a dit: «Non mais là, il va falloir vous asseoir madame parce que vous en avez pas du tout pour 2 mois, vous en avez plutôt pour 8 ou 9». Et bah, bien évidemment, shootée à l'adrénaline, mon premier calcul, ça a été de compter sur mes doigts et de me rendre compte que j'allais flinguer mon début de saison d'hiver pour les grosses vagues. Donc forcément là, grande pleure, la totale, toute une remise en question, beaucoup de peur de perdre du temps, beaucoup de peur de voilà, des séquelles possibles pour plus pouvoir faire mon sport. Enfin vraiment, c'était terrifiant et puis je me suis vraiment demandé: «Mais comment est-ce que tu peux être si triste? C'est qu'un pied et c'est que quelques mois». Il y a des gens qui sont, bah, justement et tu vois, c'est quelque chose où je me suis toujours dit: «Il y a des gens qui ont perdu des membres, il y a des gens qui ont des problèmes de vie bien plus graves, qui ont des maladies, qui sont vraiment au-delà du fait qu'ils se sont un peu fait mal à un pied, Ouais. pendant 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, quoi». Donc j'étais tellement dure envers moi-même je me permettais pas d'être, touchée par ma blessure. Je me demandais: «Mais pourquoi est-ce que tu es aussi faible?» De pas réussir à passer au-dessus et juste te dire que ça va durer quelque temps, quoi. Donc et je me mettais la pression comme ça, à me dire: «Mais remets-toi en fait, arrête de te flageoler, quoi». C'était très difficile et du coup, bah, arrivé au CERS, tout à coup, tout s'est calmé. Ça a été beaucoup plus simple, et là, effectivement, bah, je me suis dit: «OK, bon, bah, déjà, non seulement c'est qu'un court temps, et en plus, je voyais des gens, professionnels en plein milieu de leur carrière, qui avaient, le genou, c'était 1 an, tu vois? J'étais là en mode, Ouais. «Waouh, OK, bah, ouais, c'est 1 an avant la rééducation, quoi». Donc ça veut Ouais, dire c'est ouais. 1 an et demi de vie, quoi et ils ont, 17, 19, 20 ans, c'était Ouais, impressionnant, ça fait franchement. relativiser. Bah, le truc, c'est que ça m'a fait relativiser et puis aussi, même eux, ils m'ont dit: «Non mais attends, c'est normal, en fait. C'est normal d'avoir peur, c'est normal, c'est nouveau, la blessure, c'est un phénomène, qui est
pas forcément bien expliqué. Tu sors de ta chire, t'en sais rien, tu sais pas comment faire, c'est nouveau. Moi, c'était ma première blessure. Première blessure à 25 ans, franchement. Il y a des gens qui sont habitués, ils sont petits, ils ont 7, 8, 9 ans, ils se blessent tout le temps parce qu'ils font plein de sports, plein de skate, plein de trucs. Les parents sont là, donc du coup, tu plus ou moins t'apprends à gérer le truc, tu vois. Là, j'ai 25 ans, je suis toute seule, mes parents vivent à l'autre bout de la France, j'ai mon meilleur ami qui est là et en fait, bah, tu dois tout gérer, quoi. Donc tu dois être en fauteuil. Moi, j'ai été en fauteuil roulant pendant 1 mois et demi. J'avais le droit au béquille, mais très, très peu. Donc il fallait gérer le fait de, bah, gérer ta vie de femme, ta vie de femme seule, ta maison, le fait que, bah, ton mental va pas bien, que faut t'occuper d'aller au kiné, faut, tout assurer et puis tu as envie d'assurer, quoi. Donc c'est très, très difficile à gérer ce genre de blessure. Ma deuxième grosse blessure, ça a été l'année dernière, à Tahiti. Je suis partie en urgence. J'ai été, rapatriée en France parce que je me suis cassé des vertèbres dans le dos, donc Ah j'ai eu une ouais. grosse blessure au dos. J'ai eu très, 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 très peur. Ça a été, beaucoup, beaucoup de thérapie. J'ai entendu tout mon dos craquer sous l'eau, j'ai touché le récif, mais j'ai tellement touché le récif que, bah, ça m'a bien bougé sur la jambe quand même, j'ai eu de très grosses marques et j'ai tellement eu mal au dos que j'avais pas vu ma jambe. Je sentais pas la blessure à ma jambe tellement mon dos était contracté, j'étais terrifiée. Donc par chance, il y a quelqu'un qui est venu me récupérer, qui est dans mon monde de surf de grosses vagues en plus, donc il a vraiment fait un bon travail, il a été super. Je me suis, demandé si ça allait aller, si j'allais pouvoir, respirer, marcher, vivre. J'ai compris que, bah, là, de toute façon, j'étais en train de me faire traîner sur le récif encore, donc j'ai réussi à marcher. Donc là, j'étais déjà bien rassurée, mais j'allais pas bien du tout, donc j'avais très peur. J'ai essayé de me rallonger le plus vite possible et puis, bah, du coup, il est arrivé, je suis montée sur l'arrière du jet ski, c'est comme une planche de récupération, en fait et tu restes allongée sur cette planche. Ok. Donc je me suis hissée sur la planche, allongée et je suis restée là et puis cette personne m'a dit: «Non mais regarde, enfin, tu saignes quand même pas mal à la jambe» et j'ai regardé ma jambe, j'avais un gros, gros trou, heu, je sais pas je sais pas, tu vois, 2-3 centimètres sur un bon gros centimètre et demi de profondeur, plus, tout arraché, jusqu'en bas du pied. Pas arraché, arraché, mais bien c'était très abrasif. Donc comme une grosse, grosse brûlure, on va dire, qui était causée par le récif et en fait, mon dos, je sentais, un mal du bas des fesses jusqu'à haut de la tête et avec le temps, bah, j'ai compris que c'est juste mon dos qui s'est mis en sécurité. Donc on m'a expliqué, que, bah, quand tu casses quelque chose dans le dos ou que tu as un bruit, de craquement, et une blessure, ton dos se renforce, tous les muscles se surcontractent Ok. et c'est très douloureux, c'est extrêmement douloureux. Sur cette blessure, j'ai cassé des côtes et j'ai cassé des vertèbres, plus un gros tassement des disques puisqu'en fait mon corps s'est retourné avec la force de la vague qui a tapé sur mon dos. J'ai fait le scorpion, ce qui veut dire que mes pieds se sont rapprochés de ma tête, mais par l'autre côté. Ah. Ok. Donc voilà ce qui s'est passé sous l'eau avec la force de la vague qui était pourtant pas très grosse, c'était un petit jour, hein. Donc c'était juste une grosse erreur, technique, mais en même temps, c'était aussi ça peut arriver, j'ai joué avec mes limites à Tahiti pendant très longtemps et mes amis sur place me l'ont dit plus d'une fois. Tahurei qui est un local du spot, à de nombreuses reprises m'a dit, «Ouf, là, tu eu de la chance, ci, ça» et je prenais un peu ça à la légère, et en fait, bah, non, non, il connaît très, très bien son spot, il sait très, très bien de quoi il parle. Donc j'ai juste effectivement beaucoup de fois eu beaucoup de chance, et j'ai eu une bonne étoile, mais là, il fallait que je rentre en France apparemment et puis la vie fait que je crois particulièrement que rien n'arrive par hasard. Je suis rentrée en France et je suis allée à Nazaré donc j'ai juste repris le cours de ma vie et j'ai affronté de nouvelles étapes, donc je suis très contente. Excellent. J'allais te poser la question justement de ton approche de la vie depuis qu'on échange. J'ai l'impression que tu viens de le dire, que tu considères que rien n'arrive par hasard et que finalement, moi, le message que je commence à entendre pas mal, c'est qu'il faut
qu'il faut quelque part laisser la vie nous guider et faire confiance et que tout arrive à un moment donné pour Mmh. une bonne raison. Ouais. Mais voilà. Du coup, je te le disais il y a un peu plus tôt, j'aimerais bien qu'on parle de l'envers du décor. Tu évoquais les sacrifices tout à l'heure. Mmh. De quoi est-ce que tu vis aujourd'hui? Le premier sacrifice, je pense, auquel la plupart des gens pensent tout de suite, c'est, enfin, le premier challenge quand on change de vie comme toi, c'est l'aspect financier. Mmh. Et après, peut-être l'aspect social, parce que bah, voilà, tu n'es plus en France, donc peut-être loin de ta famille et tes amis d'enfance. Mais on va commencer par l'aspect financier. C'est quoi la réalité de Hermine qui est surfeuse de big waves pro? Alors, ouf, quelle complication de vie. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, ça je pense qu'il faut quand même l'avouer, le dire. Je suis née dans une famille où on travaillait du tourisme, donc j'ai eu beaucoup de chance pour 2 raisons. Un, pour l'aspect financier pur et dur, j'avais des parents qui financièrement étaient très confortables, et deuxièmement parce que j'ai appris un métier sans même le vouloir. Je suis née dans une famille d'hôteliers, ce qui veut dire que, travailler du matin au soir, du lundi au dimanche sans interruption, pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des années et des années et des années, ça a été ma vie, mon visuel, en tant que petite fille. Donc j'ai des parents qui ne se sont jamais arrêtés, ce qui était pas forcément facile, mais ce qui voulait dire que, j'avais quand même un exemple tu vois, du fait que le travail, c'est vraiment quelque chose qui est incessant. Ce qui est pas facile, mais ce qui, pour trouver du travail, est beaucoup plus simple pour moi. J'ai, pendant de longues années, cherché du travail en disant tout simplement, voilà, bah, je suis fille d'hôtelier, donc j'ai cherché du travail dans l'hôtellerie à chaque fois, hein, et j'ai toujours dit, voilà, je suis fille d'hôtelier, je travaille quand vous voulez, du lundi au dimanche, peu importe mes heures, je m'en fous, je veux travailler. Et franchement, ça a été 90% des temps où j'ai été embauchée, parce Ok. que les gens me font faire des tests dans l'hôtellerie et c'est vraiment une seconde nature. Je pense que toute personne qui a la chance de travailler dans la restauration, l'hôtellerie, de famille, se retrouve vraiment dans leur univers. Moi, on m'a appris à ce que, nos clients soient juste heureux, donc j'ai vraiment eu cette notion-là très vite, et c'est ce qui m'a toujours permis de trouver du travail, peu importe où j'allais, puisque des hôtels, il y en a partout, des restaurants, il y en a partout, et au final, au gré de mes envies de voyager, j'ai toujours pu me débrouiller pour trouver des petits déjeuners à faire dans un hôtel, ou des ménages, ou tu vois, je me suis toujours débrouillée pour pouvoir avoir, dans mon idéal, quelques heures dans l'hôtellerie si jamais je voulais un travail fixe, mais pas trop. Donc ça, c'est vraiment la première partie sur tout ce qui est formation de vie. Donc c'était pas mes études, mais c'était vraiment ma vie entière. Et ensuite, sur l'aspect purement financier, mes parents m'ont beaucoup, beaucoup aidée. J'ai travaillé avec eux toute mon enfance. Je pense que j'ai dû commencer à travailler autour de 8 ans, à faire des petits déj, à travailler dans leur domaine, et ensuite avec le temps, bah, voilà, j'ai juste appris, chaque aspect des métiers, comment gérer une épicerie, comment gérer une réception, comment gérer une office de tourisme, comment travailler en restauration, comment faire, les logiciels de réservation, tout ça. Donc c'était vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, puisque au sein de leur entreprise, il y avait déjà beaucoup de corps de métiers différents du tourisme que j'ai pu travailler. Et ensuite, bah, voilà, j'avais une grosse passion pour les hébergements de luxe, pour aller pousser un peu, bah, comme pour la haute couture finalement, mais dans l'hôtellerie, donc tout ce qui était la conciergerie et cetera. Quand mes parents ont décidé de vendre, donc on était bien évidemment, ils avaient eu la gentillesse à cette époque de m'avoir donné des parts dans leur société. Donc quand ils ont vendu, on a pu tous se reconstruire une petite vie. Moi, j'ai choisi d'investir dans l'immobilier autour de 20 ans, ce qui était quand même déjà très jeune, tu vois? Donc j'ai eu Mhm. beaucoup de chance grâce à eux, faut être très honnête. J'ai investi dans l'immobilier à Hossegor, j'ai loué, j'ai acheté, j'ai rénové. Donc ça a été un gros travail. J'ai été très, très fière de moi. Je pense que c'est ma deuxième plus grosse passion, la rénovation. Donc je suis actuellement en train de faire ça à Nazaré. Donc ça, c'est vraiment très cool.
Et j'ai pu, vivre grâce à ça de ma passion, parce que, tout simplement la location m'a permis, tu vois, de créer. Je créais des expériences, je vendais pas seulement, une nuit, j'ai toujours essayé de faire en sorte que mes clients soient heureux et de pouvoir leur dire: «Voilà, je viens vous chercher à l'aéroport», donc je faisais vraiment au maximum pour que, tout le monde soit très bien. Donc j'ai travaillé comme ça, j'ai fait, on va dire 10 ou 15 sur ce que les gens payaient pour aller en cours de surf parce que je leur envoyais des clients ou les massages ou les trucs. Donc ça a été une grande partie de mes revenus ces dernières années. Quand ça suffisait plus, je partais, travailler donc, sur, ma petite île adorée Saint-Barthélemy aux Antilles Excellent. qui, procure des revenus extrêmement qualitatifs très rapidement quand tu as l'habitude de travailler dans ces domaines et que tu as la connaissance sur place. Donc ça fait, quand même des chiffres qui arrivent très vite et très bien. Quand tu commences à être à court, que le voyant se met au orange, disons que moi ça m'a beaucoup aidée. Donc je partais, pour me couper des grosses vagues, du froid, des entraînements intenses, je partais généralement décembre, début janvier, mi-janvier et voilà. Et en fait, j'ai fait tout simplement comme ça. J'ai fait un peu en débrouille et grâce aux investissements, pendant les dernières années. Jusqu'au moment où, j'ai bien compris que j'allais devoir revendre et investir en moi-même. Et là, ça a été un moment, crucial. J'ai investi un petit peu, j'ai mis quelques sous de côté, dans d'autres entreprises et surtout j'ai donc choisi de mentalement vendre cet appartement, essayer de d'en dépenser le moins possible, mais surtout d'investir dans ma carrière. Donc dans moi-même, dans mes entraînements, dans mes activités physiques, dans mes activités de préparation mentale, dans l'après-blessure et là, ça m'a coûté, beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc si je te fais le topo de mes 5 dernières années de sportive, c'est un puits sans fond, littéralement. Certains diront que c'est stupide, c'était stupide, soyons réalistes, mais je regrette pas une seconde parce qu'aujourd'hui, je commence à voir, les fruits de tout ça, tu vois? Et je pense que j'ai affronté un moment de vie que je ne m'attendais pas à vivre. Je suis vraiment littéralement tombée dans le rouge puisque, puisqu'on est quand même dans un pays où on a beaucoup, beaucoup de charges, beaucoup, beaucoup de taxes. J'avais espéré pouvoir, gérer mieux que ça mes finances, ce qui a pas toujours été le cas. Je suis passée d'être très, très, très confortable à être un peu moins confortable, puis beaucoup, beaucoup moins confortable. Et là, on va dire que ces 6-8 derniers mois, ça a été un calvaire. Donc heureusement, dans mon entourage, j'ai eu des gens qui ont été, ultra, ultra, ultra bienveillants, qui m'ont un peu rendu ce que moi j'avais fait et été pour beaucoup de gens, pendant toute ma vie, et qui m'ont beaucoup aidée. Donc heureusement, franchement, voilà, mon meilleur ami et mes 2 meilleurs amis, donc sont vraiment, ont été ultra supportifs. Clément, s'il avait pas pris en charge notre voyage à Nazaré, typiquement, je ne serais pas arrivée à Nazaré cet hiver, quoi. OK. J'avais pas les moyens. Donc je suis passée vraiment de tout à rien et ça a été une grosse, grosse épreuve mentale de vivre tout ça sans moyens. De là, du sentiment d'imposture, demander des sponsors, ça paraît irréaliste et avant de me rendre compte de ce que je pouvais espérer, envisager et cetera, ça paraissait irréaliste. Et aujourd'hui, forcément, hein, quand tout le monde m'a félicité à Nazaré, arrivée sur les pontons, les gens me serraient la main, me faisaient des câlins en mode: «Oh mais c'est trop fort, bravo» et tout et tout. Dans ce monde, dans ce milieu du surf de gros, j'avais pas du tout réalisé, que j'avais une place, que j'avais potentiellement une place sur des compétitions, que j'avais potentiellement une place, auprès des partenaires, que voilà, que j'avais vraiment, non seulement au-delà de mon message et au-delà de mon ambition, au-delà de mon histoire, de cette progression rapide, quelque chose à vendre, mais aussi, via mes compétences. Donc voilà, je pense que comme beaucoup de sportifs, ou les aides de l'État ou le sponsoring prend une place très importante, Ouais. ou alors de réussir grâce à son sport, de vendre, quelque chose autour de ça.
Donc beaucoup de gens m'ont dit des tonnes de fois: «Mais pourquoi tu fais pas prof de surf?» J'ai pas envie de le faire, je pense que c'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Je pense que j'ai ni la pédagogie, ni l'amour, de faire ça. J'adore le faire avec des gens, si c'est des amis, leur dire: «Ouais, viens, on va à l'eau, je te montre, je t'explique». Mais franchement, je pense pas que ce soit une de mes capacités. Donc j'ai choisi juste de faire autrement et aujourd'hui, bah, avec mon chéri, on a des ambitions de monter, des expériences autour de Nazaré, autour des grosses vagues, autour de notre association. Je travaille bien évidemment beaucoup, beaucoup, toujours grâce à la location saisonnière, grâce à l'hôtellerie, grâce, grâce au tourisme. Et grâce aux expériences, on fait pas mal de conférences. On a beaucoup, beaucoup de choses comme ça aujourd'hui qui arrivent et qui font un peu la balance puisque je pense qu'il y a 3 états dans une, comment dire? Dans la vie financière d'un sportif. Tu as l'étape de ce que ça coûte et c'est vraiment un puits sans fond, ça c'est clair. Donc tu as vraiment le côté déficitaire. Tu as vraiment ensuite le côté où tu es, on va dire, défrayé. Donc là, c'est vraiment la deuxième étape où tu commences à être défrayé, c'est-à-dire que la balance est à zéro. Quand tu sors de ce que te coûtent tes déplacements, de ce que te coûte ton matériel, de ce que te coûte ton soin, tes activités, ce que te coûte le côté, du temps que tu dépenses dans ton sport, mais aussi de tous tes préparateurs physiques, mentaux, je sais pas moi, marketing, tout ce que tu veux. Parce que c'est vraiment être une entreprise, être un sportif, je pense que tu as déjà dû discuter de ça avec beaucoup. Mhm. Une fois que tu sors de cette étape de mettre les comptes à zéro, après il s'agit de, bah, avoir de quoi construire une vie future. Donc tu arrives à je n'ai plus du tout de sous et je suis complètement dans l'incapacité de continuer mon sport si j'ai pas de sous. J'arrive à m'en sortir, en tout cas à la fin du mois, je suis à zéro. Et ensuite, bah, la prochaine étape, c'est juste d'avoir des gens qui te soutiennent, que ce soit via les sponsoring ou que ce soit via, les partenaires financiers, qui t'aident pour construire des projets de vie et qui t'aident à investir dans des entreprises, devenir ta propre entreprise, créer des produits dérivés, et cetera, et cetera, et cetera. Donc je pense qu'il y a vraiment 3 grosses étapes clés dans les financements de chacun d'entre nous. Longtemps, j'ai eu la chance de pouvoir être mon propre investisseur. Aujourd'hui, j'ai plus cette chance. Et je recrée cette chance, hein, tu vois, c'est grâce à cette volonté d'avoir poussé un peu plus loin et d'être sortie de ce sentiment d'imposteur, tout doucement, bah voilà, je retravaille à recréer, hem, mais tout simplement, de quoi vivre et de Ouais. quoi investir pour pouvoir, créer l'avenir, partager ma passion, vivre avec ma passion et puis tout simplement, beh, voilà, me permettre d'avoir plus d'options pour être, encore plus qualitative. Si je parle de la vie d'un surfeur de grosses vagues, je parle même pas des meilleurs. Je te parle de quelqu'un à mon niveau ou qui envisage vraiment le max avec, tout, la diététicienne, les coachings, les déplacements et cetera. On est sur, faut compter les jet skis, l'essence, les frais de réparation, tout ça, tout ça. On est sur entre, je pense 100 et 150 000 € annuels. Waouh. Voilà. Ouais, ça fait un budget. Je regardais une vidéo ce matin de l'équipe de France de freestyle. Ouais. Alors, je sais pas si tu connais un peu le milieu, mais moi j'ai découvert, bon, globalement, le manque de moyens dans le sport français. Voilà, je pense que ça surprendra personne. Mmh. Toutes les fédérations n'ont pas le budget de la fédération de foot ou de rugby. Bien Euh, évidemment. mais là, donc moi, j'ai régulièrement des invités, tu vois, de sportifs de haut niveau, de disciplines assez différentes, mais où clairement, bah, le constat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Mmh. Mais là, j'avoue que l'équipe de France de freestyle, j'ai quand même halluciné. Donc, ils payent tout, en fait. Ils payent Ouais. leur billet d'avion pour aller en J'ai compétition à cru entendre l'étranger. ça, ouais. J'ai entendu ça sur YouTube. Ouais, non, mais c'est abusé, quoi. Ils payent leurs hôtels, ils payent leur bouffe, ils payent leur forfait pour s'entraîner. Enfin, c'est assez dingo, quoi. Donc, en fait, Ouais. je sais pas ce qui est pris en charge par la Fédé, sachant que on a des champions du monde, des champions, des gens qui gagnent les X Et Games. de freestyle dans quelle catégorie? Tu me disais ski, BMX, tu parles Ouais, de quoi?
Ski, Ski, hein? ouais, Ouais. ski, Ouais, ouais, OK. freestyle en ski. Donc Waouh. assez dingo Magnifique. et il y avait Tess Le 2, donc qui est, juste une des meilleures mondiales, dans la discipline, qui Mmh. expliquait qu'elle avait besoin de 30 000 € par saison en étant vraiment, ric-rac, 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 Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Non, tu non, vois? vraiment, c'est Donc ouais, 100-150 000 si tu veux vraiment te constituer une équipe, et cetera. Oui, bah, c'est intéressant que tu en parles. Merci d'ailleurs de le faire, avec autant de transparence parce que comme ça, les ouais. gens se rendront peut-être compte, tu vois? Celles et ceux qui sont pas dans l'univers Mmh. et encore, tu vois, des fois, j'ai des gens qui viennent de l'univers de la voile, mais laisse tomber les budgets, quoi. Ah! Oh mon Dieu, C'est un j'ai truc de ouais, non, fou, tu vois? C'est non, c'est c'est ingérable. du, Sans 200, discuter. 300, 400, 500 000 €. Enfin, c'est hallucinant. Ouais, j'ai beaucoup de chance d'avoir, pu partager ça, cette semaine. Écoute, j'ai eu la chance de rencontrer, quelqu'un qui est justement architecte naval, qui est Ouais, aussi un grand, grand passionné de sport, de bateau, de surf, qui est extrêmement gentil et qui est, complètement accro à sa profession. Il fait des bateaux, bah, pour toutes les grandes frégates, pour les grands, pour les grandes courses de voiliers. On a pu discuter des différentes, fondations qui soutiennent les courses. Effectivement, les budgets sont c'est ouais, faramineux. Franchement, je suis extrêmement, impressionnée de pouvoir voir que, heureusement, c'est des sports qui peuvent continuer à exister. Parce que, bah, voilà, il y a tout simplement des passionnés, des amateurs, voilà, des sociétés qui soutiennent ça. Aujourd'hui, le sponsoring pour ce genre d'événements sont nécessaires. De toute façon, ça leur procure, je pense, une grosse visibilité. Je pense sincèrement qu'au-delà du sponsoring, le partenariat, parce que je vois vraiment moi dans ma vision, j'ai aussi longtemps refusé, quelques partenaires parce que je veux pas être vitrine, je veux pas être une ouais. photo sur un réseau social, ça c'est pas possible. J'ai vraiment envie de m'impliquer, j'ai vraiment envie de faire partie d'une famille, j'ai vraiment envie de croire en ce que je vends. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de pouvoir le placer, d'en parler dans mes dossiers de sponsoring, de pouvoir, dire ce que je vaux, ce que je propose et ce qui serait important d'être aligné avec mes valeurs. Donc je suis très contente d'avoir, laissé beaucoup de temps couler, avant d'être, tu vois, assez stable sur mes bases et mes appuis de sportif pour pouvoir, pas vendre tout et n'importe quoi. Donc je pense que c'est une de mes grosses forces aujourd'hui, que les gens qui me qui me contactent savent vraiment que si je discute, et qu'on part dans une possibilité de travailler ensemble, c'est vraiment pour avancer ensemble, c'est vraiment pour pouvoir, créer quelque chose, un projet commun. On parle plus juste de sponsoring, mais vraiment de partenariat et de créer des produits, de développer des gammes, de développer des émissions, de développer, tu vois, plein, plein de choses ensemble et je pense que, bah, voilà, aujourd'hui dans une carrière sportive, c'est ce qu'on disait, hein, c'est non seulement les budgets sont faramineux, mais en plus de ça, les attentes, des sponsors sont immenses. Les attentes du public est immense. Comme tu dis, tout le monde pense qu'être athlète, c'est être, parfait, avoir une vie parfaite, se lever le matin, faire, 55 minutes de stretching, 3 heures de jogging, d'être, en train de faire du yoga pendant qu'on mange. Enfin, c'est très grossier, mais il y a quand même vraiment une espèce de d'attente du grand public pour la vie des sportifs Mmh. qui est parfois très réaliste. Honnêtement, dans mon sport, je connais des gens qui fonctionnent vraiment comme ça. Si je te parle de mon chéri, littéralement, je pense que c'est une des personnes les plus saines que je connaisse. C'est Heu, vrai. c'est impressionnant, franchement et j'ai une copine aussi, qui est vraiment, athlète de haut niveau dans le surf français, Maud Leclerc, qui est très, très forte et qui est aussi qui a vraiment une très bonne hygiène de vie, mais qui a une bien meilleure balance, tu vois? Qui arrive quand même à trouver son équilibre. Pour autant, mon chéri, il est vraiment, vraiment dans l'extrême de la préparation physique, dans l'extrême faire attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, à ce qu'il fait et cetera. Donc on est très, très différents les uns des autres. Mais je pense qu'il y a une grosse pression autour du sportif,
Et je pense que la pression est vraiment de tous les côtés. Donc, moi, de mon point de vue, s'il y a un point financièrement qu'il est très difficile de ne pas dépenser, c'est le côté thérapie, développement mental, Mhm. coaching, mise en place des objectifs, réalignement sur toi-même, etc., etc. Toi là-dessus, t'as quelqu'un du coup? T'es accompagné? Oui, moi j'ai plusieurs personnes hein, sur ça. Je fonctionne de différentes façons en fonction de mes besoins. Ce qui est extraordinaire, c'est que très souvent, et c'est ce qui m'a beaucoup réconfortée dans les personnes qui m'accompagnent, sans parce qu'ils se connaissent. Donc c'était très important pour moi qu'il y ait une triangulation. Euh, Ils sont très souvent d'accord et d'une façon très marrante. Donc ça veut vraiment dire qu'à certains moments de ma vie, j'ai besoin de régler certains points. Ils en arrivent sur les mêmes semaines, à peu près à la même phrase ou à la même Ouais. conclusion. Donc c'est vraiment la preuve que chacun va me parler de ça, mais on va y arriver pour des sujets totalement différents. Mon coach physique est aussi extrêmement bon en coaching mental. C'est une des personnes qui a développé le CERS, qui a aujourd'hui quitté le CERS, qui s'appelle Charlie Ducamp, qui est un préparateur physique et mental qui a 30 ans d'expérience et bien plus encore. Donc, il est extrêmement fort. Et très souvent, quand on fait, par exemple, un hit en sport, je vais faire, je sais pas, tu vois, un enchaînement. Et la façon dont je vais pas être contente de pas l'avoir réussi, il va me dire, tu vois, ça, retravaille-le comme ça, blablabla, blablabla. On va discuter pendant que je fais ma séance. Et il va me sortir une phrase qui va complètement être en lien avec la conclusion de ce que ma coach mentale m'a dit, tu vois. Ou alors ma thérapeute pour les problèmes ou les, les besoins de régler tout ce qui était d'enfance, par exemple, tu vois. Mhm. Donc c'est très rigolo et franchement, je pense que ça prend une immense place. La gestion des objectifs, la remise en question, le fait que tout avance très très vite. Moi, je suis quand même très spirituelle. J'ai vraiment ce besoin d'avoir une vie spirituelle, d'avoir le besoin de communiquer, d'être dans le remerciement de la vie, de la nature, puisque c'est aussi ce qui fait partie intégrante de mon sport. Donc forcément, voilà, j'écris beaucoup, je suis, tout à fait en faveur, d'essayer d'attirer, de la loi de l'attraction, de demander à l'univers d'aller chercher ce que tu veux, d'aller te remettre en question, voilà. Donc je sais que très souvent, plus tu mets tous ces processus en place, parce que comme toi, je pense sincèrement que la vie est bien faite et que tout ce qui arrive arrive pour de bonnes raisons. Et que je pense qu'au-delà de ça, il faut quand même impulser un peu, il faut quand même y aller et aller chercher un peu ce que tu dois acquérir. Donc, je pense sincèrement que sans ma blessure, je serais peut-être pas revenue aussi vite. Je pense sincèrement que je suis très heureuse d'être revenue et aujourd'hui de savoir que voilà, ça m'a permis d'être à Nazaré. Et quand je vois à quel point ma vie a basculé en l'espace de quelques mois d'une façon extrêmement positive, pardon, je pense que je suis plus que satisfaite d'avoir malheureusement vécu ce moment traumatisant. Ouais. Sans trop de séquelles, bien évidemment, par chance ou par destin, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que ça m'a ramené sur la voie où j'avais envie de me trouver, bien plus qu'autre chose. Et ensuite, oui, je pense que j'ai quand même continué à attirer, à demander, à parler, à placer mes objectifs, ce qui est très difficile. C'est très dur de dire, voilà, quel est ton rêve, quel est ton objectif? Est-ce que ça, c'est un rêve? Est-ce que ça, c'est un objectif? Très honnêtement, la plupart de mes rêves sont des objectifs plus ou moins lointains. C'est très rare que je me dise: «Non, non, mais ça, c'est juste un rêve», hein, tu vois? Donc c'est vraiment c'est qu'une histoire de temps, généralement, donc dans ma tête. Et, et je pense que pour toutes ces raisons, quand les choses arrivent très vite, tu vois, je m'attendais pas à rester à Nazaré. À la base, je suis venue pour une semaine. Donc je suis passée de je reste une semaine à Nazaré à finalement on va rester 2 semaines, il y a encore des vagues. Finalement, on y est bien, on va rester ce mois-ci.
Puis Clément a pris la même décision que moi. Puis il a été invité à rejoindre un équipage à Nazaré. Puis moi, de la même façon, j'ai été invitée à rejoindre mon équipage, du coup les Red Herring que j'ai intégrés et qui sont maintenant comme on va dire, mon écurie, comme on dirait pour les sports automobiles. Et si tu veux, ma vie s'est transformée. En un mois, j'ai pris la décision de tout plaquer en France, de relaisser mes amis et ma vie que j'avais mis 8 ans à construire ici, de devoir retrouver des coachs sportifs, de devoir retrouver tout ça, ou alors de prendre la décision d'alterner entre la France et le Portugal. Et en fait, tout ça, c'est des réglages que même si un mois avant, tu as travaillé avec ta coach mentale et tu disais oui, voilà mes objectifs. Les objectifs, c'était ta, 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 ta. Finalement, ils sont tous arrivés beaucoup plus vite que prévu. Certains vont devoir attendre, certains non, etc. Et en fait, si tu fais pas ces réglages en permanence, ton état mental, il est complètement embué. Donc, tu te dis, ok, bon, de toute façon, je vis autre chose, ça sert à rien d'en parler maintenant, on verra ça plus tard. Le truc, c'est que le plus tard, généralement, il vient trop tard ou jamais, et en fait, tu dérègles des trucs en toi qui sont pas forcément cool de dérégler. Donc, je pense qu'il est vraiment important de continuer à avoir des suivis que ce soit de coaching mental, que ce soit de replacement des objectifs, parce que plus tu places, en fait, c'est juste ça, c'est pas stagnant, quoi. Donc, plus tu impulses dans ta vie de la volonté de changement, plus ta vie elle change, plus elle va vite. Et si tu veux pas perdre le fil et en gros vraiment passer en roue libre, à un moment donné, il faut trouver la solution pour retrouver de l'adhérence. Et je trouve que le coaching mental fait vraiment, vraiment bien le travail. Excellent. Excellent. Et du coup, les prochains, donc là tu parlais d'objectifs de réalignement, c'est quoi un peu pour donner de la vision sur la suite, ce sur quoi tu te concentres pour les mois, les années à venir? Alors, mes projets à très long terme, je n'en ai clairement pas. Je les place plutôt tous sur du moyen terme. Enfin, pour ce que la plupart des gens appellent le long terme, c'est 5 à 10 ans. Très honnêtement, je trouve que c'est beaucoup trop lointain pour moi parce que tout ce que j'ai pensé faire dans ma vie s'est tellement transformé que j'ai arrêté de faire comme ça. S'il y a 8 ans, tu me disais que je serais surfeuse à Nazaré, j'aurais éclaté de rire. Jamais j'aurais pensé que c'était possible. Et pourtant, tu vois. Donc parfois ton cerveau, ça peut être ton meilleur pote comme pas du tout. Donc je pense qu'il est vraiment important de se dire qu'il faut vraiment pas se situer trop sur du trop. En tout cas pour moi, hein. Moi ça marche pas parce que ça change très très vite. Pour du moyen terme, ce que pour moi est du long terme, c'est sur 1 ou 2 ans, ou 3 ans peut-être maximum. Je sais que j'ai très, très, très envie de communiquer sur, tout simplement le développement personnel. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé à la mode ces derniers temps et puis c'est très bien. Moi, j'ai jamais arrêté la thérapie. Je pense que j'ai commencé mes premières thérapies jeune et depuis, bientôt 15 ou 14 ou 15 ans, je fais de la thérapie pour plein, plein de raisons, juste parce que je trouve que c'est merveilleux de travailler sur soi et que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à me libérer de beaucoup de diktats, beaucoup de pensées, beaucoup de barrières, beaucoup de volonté des autres. Donc j'ai vraiment envie de communiquer là-dessus. Je pense qu'il serait vraiment bénéfique de pouvoir parler de la vie sportive, parler des blessures, parler de, de, de notre construction, tu vois, comme tu dis, d'un côté très transparent sur les finances. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de lacunes. Étant donné que moi, c'était pas un rêve d'enfant, j'ai pu vraiment me rendre compte des blocages de certaines personnes dans certains milieux qui acceptaient tout et n'importe quoi juste parce qu'ils rêvaient avoir cette marque sur leur planche, voiture, peu importe, tu vois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir et à discuter de façon beaucoup plus ouverte et bienveillante entre sportifs, entourés de beaucoup de coaching, etc. Donc je sais que ma plus grosse volonté, c'est pas au niveau surf, c'est très étonnant, je l'entends, mais ma plus grosse volonté, c'est vraiment de créer, de trouver le bon format pour pouvoir développer, comme tu as pu faire toi grâce à ton podcast et grâce voilà, à tes invités, hem,
une façon de pouvoir parler de mon expérience, aider les jeunes générations, aider les autres à franchir, certaines limites qui se sont mis ou que les autres leur ont mis. Donc ça, c'est vraiment mon plus gros projet de vie. C'est vraiment pouvoir, parler, aux autres et les aider à voilà, à casser un peu les limites qui pensent être des limites, mais qui n'en sont pas tant que ça. J'ai plus qu'à trouver, tout simplement mes bons formats pour pouvoir le faire. Donc ça, je t'avoue que c'est déjà bien, bien entamé et bien en cours. J'en parle pas trop, parce que chaque chose en son temps, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une de mes grosses, c'est vraiment mon plus gros projet de vie. Ensuite, bien évidemment sur mon côté sportif, sur le surf, je pense qu'une de mes grandes envies, c'est d'être, ultra qualitative dans mon pilotage. Des filles qui pilotent, dans des grosses vagues, il y en a peu, qui pilotent, de façon consistante et qui jettent, leurs partenaires, il y en a vraiment très, très peu. Ça se compte, aujourd'hui sur le doigt d'une main à Nazaré. Donc je suis extrêmement honorée et contente de pouvoir me rendre compte que je suis, tout doucement en train de les rejoindre. Donc j'espère bien pouvoir devenir une des meilleures pilotes, et donner à mon partenaire, des records du monde, au niveau des tailles, au niveau de ces vagues. Je pense que c'est vraiment ça me ferait très, très plaisir puisque c'est un sport de partage, hein, le surf de grosses vagues. Il s'agit de prendre des très grosses vagues, mais il s'agit d'en donner. Donc ça serait vraiment pour moi de participer à un record du monde, ça serait merveilleux. Ou du moins, dans notre équipe. Et ensuite, bien évidemment, j'espère repousser mes limites. Mes propres objectifs, ça va être de participer à des compétitions internationales. Je pense que j'ai envie de le faire, comme je pense aussi que c'est bien de le faire. Je pense que ça sera rigolo et intéressant. C'est un très bon moyen de développer, comment dire? Des nouvelles capacités, des nouvelles compétences, de repousser un peu aussi. J'ai jamais été très, très fan de la compétition. Puis finalement, je me suis rendu compte que, peut-être que je l'étais plus que ce que je pensais. Donc pourquoi pas essayer? On travaille là-dessus. Il y a beaucoup de compétitions de surf de gros internationales qui se préparent pour l'année prochaine et j'espère sincèrement être dans la plupart d'entre elles. Donc voilà. Et puis après, on verra bien sur les titres. Tu vois, je suis très, très peureuse. Je parle très, très peu de ce que je rêve de faire ou pas, puisque tout simplement, parfois, j'ai peur que ce soit trop. Donc j'ai peur qu'on dise: «Oh là là, toujours plus» ou quoi. Donc je garde ça pour moi et j'espère pouvoir te donner des bonnes nouvelles et qu'on puisse, un jour, reparler de tout ça, et puis que ça ait encore bien avancé, bien plus qu'aujourd'hui, j'espère. Excellent. Eh ben écoute, on va se noter ça. Rendez-vous sera pris pour que tu viennes nous parler des titres, de comment tout ça a évolué. Ouais, En tout cas, c'est merveilleux. un immense merci, Hermine. C'était super intéressant d'en apprendre plus sur, ta discipline que je connaissais, je te l'avais dit, hein, très peu, enfin pas du tout en fait, au-delà de certaines images et vidéos. Donc Mmh. c'était très, très chouette et merci pour, aussi pour ton honnêteté, tout ce dont tu as parlé, notamment sur le plan, financier, qu'on comprenne un peu Merci à comment, toi. un parcours comme le tien est possible. Donc merci Mmh. beaucoup. Ouais, merci. Écoute, je serais, vraiment ravie, qui que ce soit, quoi que ce soit, c'est ce que je dis très souvent. Je suis ultra accessible et joignable. Mon parcours est très particulier, j'en suis consciente, que ce soit par ma façon de penser ou par, l'aspect financier comme on a pu l'évoquer. Hem, je suis toujours ravie de pouvoir aider donc voilà, si, tu reçois des questions, hésite surtout pas à me les transmettre, je serai ravie. Je réponds à tout le monde et je serai très contente de pouvoir, bien évidemment, continuer à écouter tes futurs podcasts et Trop de bien. découvrir quels seront tes prochains invités. J'espère sincèrement avoir pu, aider à à répondre à certaines questions, à aider d'autres personnes à se dire qu'OK, ils sont pas tout seuls et puis tout simplement, à participer à de beaux destins, à de grands avenirs ou à juste de se lancer dans des passions, dépasser quelques limites. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup Hermine. Bon séjour en France, bon retour au Portugal très bientôt et puis je te Oui. dis, à une prochaine du coup. Et puis écoute, quand tu veux pour passer à Nazaré, que tu puisses Yes, voir
toi-même cette vague. Ce serait avec plaisir de te recevoir là-bas et puis peut-être ton premier cours de surf aux alentours, à côté, à Ericeira, au Péniche. Si tu veux, ça sera avec plaisir. Eh ben, écoute, fais pas tomber dans l'oreille d'un sourd, je te tiens au courant. Merveilleux. Salut Hermine. Ciao. Merci d'avoir écouté cet échange avec Hermine jusqu'au bout. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le surf de Big Waves et peut-être, pourquoi pas, que ça vous aura incité, que ça vous aura inspiré à vous lancer vous aussi dans vos propres projets et à faire confiance à la vie. Quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. De manière générale, pour soutenir le podcast, c'est également un excellent moyen de le faire. Parler des frappés à un maximum de personnes pour qu'encore plus de gens osent se lancer. Abonnez-vous, laissez une note ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et pour rappel, si vous souhaitez vous décider à soutenir financièrement les frappés, eh bien vous pouvez le faire via Tipeee, la plateforme de financement participatif dont le lien est en description. Autrement, c'est sur tipeee.com/les-frappés. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode dans lequel on va partir voyager en autostop.